D'autre part, les plaisirs non accompagnés de peine n'admettent pas l'excès, et ces plaisirs sont ceux qui découlent des choses agréables par nature et non par accident. Par choses agréables par accident, j'entends celles qui agissent comme remède. Il se trouve en effet que leur vertu curative vient d'une certaine activité de la partie de nous-mêmes demeurée saine, ce qui fait que le remède lui-même semble agréable. Et par choses agréables par nature, celles qui stimulent l'activité d'une nature donnée. Il n'y a aucune chose cependant qui soit pour nous toujours agréable. Cela tient à ce que notre nature n'est pas simple, mais qu'elle renferme aussi un second élément, en vertu de quoi nous sommes des êtres corruptibles, de sorte que si le premier élément fait une chose, cette chose est pour l'autre élément naturel quelque chose de contraire à sa nature, et quand les deux éléments sont en état d'équilibre, l'action accomplie n'est ressentie ni comme pénible ni comme agréable. Car supposer qu'il existe un être quelconque possesseur d'une nature simple, la même activité serait pour lui toujours le plus haut degré de plaisir. C'est pourquoi Dieu jouit perpétuellement d'un plaisir un et simple, car il y a non seulement une activité de mouvement, mais encore une activité d'immobilité, et le plaisir consiste plutôt dans le repos que dans le mouvement. Mais le changement en toute chose est bien doux, suivant le poète, en raison d'une certaine imperfection de notre nature. Euripide, dans Eurésie. Car de même que l'homme pervers est un homme versatile, ainsi est perverse la nature qui a besoin de changement, car elle n'est ni simple ni bonne. La tempérance et l'intempérance, le plaisir et la peine ont fait jusqu'ici l'objet de nos discussions, et nous avons établi la nature de chacune de ces notions et en quel sens les unes sont bonnes et les autres mauvaises. Il nous reste à parler de l'amitié. Livre 8, l'amitié, sa nécessité. Après ces considérations, nous pouvons passer à la discussion sur l'amitié. Aristote a donné des développements importants à l'étude de l'amitié, parce qu'elle est la condition du bonheur, dont la définition même constitue le couronnement de l'éthique. On sait que les anciens ont toujours réservé un rôle considérable à l'amitié dans la description et l'établissement des règles de la moralité. Conformément à l'usage, et sauf en quelques endroits, nous traduirons philia par amitié. Mais ce terme exprime, d'une façon plus générale, tout sentiment d'affection et d'attachement pour les autres, qu'il soit spontané ou réfléchi, dû aux circonstances ou au libre choix. Amitié proprement dite, amour, bienveillance, bienfaisance, philanthropie. C'est en somme l'altruisme, la sociabilité. L'amitié est le lien social par excellence, qui maintient l'unité entre les citoyens d'une même cité, ou entre les camarades d'un groupe, ou les associés d'une affaire. L'adjectif philos est à la fois actif et passif. C'est celui qui aime et celui qui est aimé de retour. L'amitié est en effet une certaine vertu, ou ne va pas sans vertu. De plus, elle est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. L'amitié est une vertu, autrement dit un bien, calonne, ou plus précisément ne peut exister qu'entre gens vertueux. Mette, arrêté. Elle est d'autre part la condition sine qua non du bonheur dans la vie. Aristote commence par examiner ce dernier point. Car sans amis, personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens, et de fait les gens riches et ceux qui possèdent autorité et pouvoir semblent bien avoir plus que quiconque besoin d'amis. À quoi servirait une pareille prospérité une fois ôtée la possibilité de répandre les bienfaits, laquelle se manifeste principalement et de la façon la plus digne d'éloge à l'égard des amis? Ou encore, comment cette prospérité serait-elle gardée et préservée sans amis? Car plus elle est grande, plus elle est exposée au risque. Et dans la pauvreté, comme dans toute autre infortune, les hommes pensent que les amis sont l'unique refuge. L'amitié d'ailleurs est un secours aux jeunes gens, pour les préserver de l'erreur, aux vieillards pour leur assurer des soins, et suppléer à leur manque d'activité dû à la faiblesse, à ceux enfin qui sont dans la fleur de l'âge pour les inciter aux nobles actions. Quand deux vont de compagnie. Comme dit Homère, l'expression était proverbiale. Car on est alors plus capable à la fois de penser et d'agir. De plus, l'affection est, semble-t-il, un sentiment naturel du père pour sa progéniture et de celle-ci pour le père, non seulement chez l'homme, mais encore chez les oiseaux et la plupart des animaux. Les individus de même race ressentent aussi une amitié mutuelle, principalement dans l'espèce humaine, et c'est pourquoi nous louons les hommes qui sont bons pour les autres. Même au cours de nos voyages, au loin, nous pouvons constater à quel point l'homme ressent toujours de l'affinité et de l'amitié pour l'homme. L'amitié semble aussi constituer le lien des cités et des législateurs, et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix
qu'à la justice même. En effet, la concorde, qui paraît bien être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherchent avant tout les législateurs, alors que l'esprit de faction, qui est son ennemi, est ce qu'ils pourchassent avec le plus d'énergie. Et quand les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justes, ils ont en outre besoin d'amitié. Et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la nature de l'amitié. Non seulement l'amitié est une chose nécessaire, mais elle est aussi une chose noble, une fin en soi, une vertu. Nous louons ceux qui aiment leurs amis, et la possession d'un grand nombre d'amis est regardée comme un bel avantage. Certains pensent même qu'il n'y a aucune différence entre un homme bon et un véritable ami. 2. Les diverses théories sur la nature de l'amitié. Les divergences d'opinion au sujet de l'amitié sont nombreuses. Les uns la définissent comme une sorte de ressemblance et disent que ceux qui sont semblables sont amis, d'où les dictons « le semblable va à son semblable ». Le choucas va au choucas, et ainsi de suite. D'autres au contraire prétendent que les hommes qui se ressemblent ainsi sont toujours comme des potiers l'un envers l'autre. Allusion à Hésiode, le potier en veut au potier, le charpentier au charpentier. Sur ces mêmes sujets, certains recherchent une explication plus relevée, s'appuyant davantage sur des considérations d'ordre physique. Pour Euripide, la terre, quand elle est desséchée, était prise de pluie, et le ciel majestueux, saturé de pluie, aime à tomber sur la terre. Pour Héraclite, c'est ce qui est opposé qui est utile, et des dissonances résultent la plus belle harmonie, et toutes choses sont engendrées par discorde. Mais l'opinion contraire est soutenue par d'autres auteurs, et notamment par Empédocle, suivant lequel le semblable tend vers le semblable. Laissons de côté les problèmes d'ordre physique qui n'ont rien à voir avec la présente enquête. Examinons seulement les problèmes proprement humains et qui concernent les mœurs et les passions. Par exemple, si l'amitié se rencontre chez tous les hommes, et si au contraire il est impossible que des méchants soient amis, et s'il n'y a qu'une seule espèce d'amitié ou s'il y en a plusieurs, ceux qui pensent que l'amitié est d'une seule espèce pour la raison qu'elle admet, le plus et le moins ajoutent foi à une indication insuffisante, puisque même les choses qui diffèrent en espèces sont susceptibles de plus et de moins. Mais nous avons discuté ce point antérieurement. L'amitié, selon certains, serait essentiellement une en espèces, puisqu'elle admet des différences de degrés. Déjà Platon, dans le Philèbe, énumérant les 5 genres de l'être, rangés sous l'unité d'une même nature, en fait la péronne, tout ce qui nous apparaît comme passant par le plus et le moins, et comme susceptible du violemment, du doucement, de l'excessivement. En un mot, tout continuum. Aristote déclare lui-même à plusieurs reprises que les variations de degrés sont insuffisantes pour constituer une différence spécifique et n'empêchent pas une chose de demeurer ce qu'elle est. Il fait application de cette idée en biologie, quand il classe sous une même forme la peau, les vaisseaux sanguins, les membranes, tous les éléments anatomiques qui diffèrent seulement par leur viscosité, plus ou moins grande. La doctrine d'Aristote paraît aussi bien ferme, et cependant, en ce qui regarde l'amitié, il n'hésite pas à renoncer à la distinction entre différences spécifiques et différences de degrés, et il admet expressément que les choses qui diffèrent en espèces, excluant ainsi celles qui diffèrent par le genre, peuvent varier selon le plus et le moins. S'il est vrai en effet que les variations de degrés ne peuvent jamais entraîner une différence générique, il peut se faire toutefois qu'à l'intérieur même du genre et sous certaines conditions, le plus constitue une espèce et le moins une autre. Prenons la couleur où les diverses couleurs rouge, jaune, bleu, etc. forment des espèces distinctes tombant sous l'unité générique de la couleur. On sait que pour Aristote, les couleurs intermédiaires entre le blanc et le noir, le rouge, le jaune, etc. sont constituées par une combinaison de 2 couleurs extrêmes, le blanc et le noir, selon des proportions logoi, variables, analogues à celles qui régissent la combinaison des noms composés. Au sein du continuum des couleurs, il se crée donc des espèces déterminées. En d'autres termes, pour reprendre la terminologie du Philèbe, le péras est mélangé à l'apéron, et de ce mélange naît le logos, déterminatif qui donne à chaque couleur son neidos. Cette discontinuité introduite dans le continuum s'explique par les nécessités de notre perception, ais, thésis, qui est incapable de distinguer un nombre infini de couleurs entre le blanc et le noir, et qui n'appréhende que des espèces aux contours nettement délimités par leur logoi. Ainsi donc,
Il n'y a pas, en définitive, incompatibilité entre la pluralité des espèces du filiae et le fait que le filia est susceptible de degrés. Aristote reconnaîtra, nous le verrons, 3 espèces d'amitié, répondant à des notions et à des définitions séparées. Il établira toutefois entre elles une hiérarchie, la première étant la plus parfaite, dont les 2 autres ne sont que des approximations. Il en est à cet égard de l'amitié comme de l'âme humaine, laquelle, n'étant pas un genre, n'est pas susceptible de définition commune et ne peut être définie que dans ces espèces. Mais nous avons discuté ce point antérieurement. Peut-être ces matières gagneraient-elles en clarté si nous connaissions préalablement ce qui est objet de l'amitié. Il semble en effet que tout ne provoque pas l'amitié, mais seulement ce qui est aimable, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable ou utile. On peut d'ailleurs admettre qu'est utile ce par quoi est obtenu un certain bien ou un certain plaisir, de sorte que c'est seulement le bien et l'agréable qui seraient aimables comme des fins. Les philicas ne comprennent plus ainsi que le bien et l'agréable, qui seuls sont des fins, puisque l'utile n'est qu'un moyen pour les atteindre. Dans ces conditions, est-ce que les hommes aiment le bien réel, ou ce qui est bien pour eux? Car il y a parfois des accords entre ces 2 choses, même question en ce qui concerne aussi l'agréable. Or, on admet d'ordinaire que chacun aime ce qui est bon pour soi-même, et que ce qui est réellement un bien est aimable d'une façon absolue, tandis que ce qui est bon pour un homme déterminé est aimable seulement pour lui. Et chaque homme aime non pas ce qui est réellement un bien pour lui, mais ce qui lui apparaît tel. Cette remarque n'a du reste ici aucune importance. Nous dirons que l'aimable est l'aimable apparent. Il y a donc 3 objets qui font naître l'amitié. L'attachement pour les choses inanimées ne se nomme pas amitié, puisqu'il n'y a pas attachement en retour, ni possibilité pour nous de leur désirer du bien. Il serait ridicule sans doute de vouloir du bien au vin, par exemple. Tout au plus souhaite-t-on sa conservation, de façon à l'avoir en notre possession. S'agit-il au contraire d'un ami, nous disons qu'il est de notre devoir de lui souhaiter ce qui est bon pour lui. Mais ceux qui veulent ainsi du bien à un autre, on les appelle bienveillants, quand le même souhait ne se produit pas de la part de ce dernier, car ce n'est que si la bienveillance est réciproque qu'elle est amitié. Ne faut-il pas ajouter encore que cette bienveillance mutuelle ne doit pas demeurer inaperçue? Beaucoup de gens ont de la bienveillance pour des personnes qu'ils n'ont jamais vues, mais qu'ils jugent honnêtes ou utiles, et l'une de ces personnes peut éprouver ce même sentiment à l'égard de l'autre partie. Quoi qu'il y ait manifestement alors bienveillance mutuelle, comment pourrait-on les qualifier d'amis alors que chacun d'eux n'a pas connaissance des sentiments personnels de l'autre? Il faut donc qu'il y ait bienveillance mutuelle, chacun souhaitant le bien de l'autre, que cette bienveillance ne reste pas ignorée des intéressés, et qu'elle ait pour cause l'un des objets dont nous avons parlé. 3. Les espèces de l'amitié, l'amitié fondée sur l'utilité et l'amitié fondée sur le plaisir. Or, ces objets aimables diffèrent l'un de l'autre en espèces et par suite aussi les attachements et les amitiés correspondantes. On aura dès lors 3 espèces d'amitié en nombre égal à leurs objets, car répondant à chaque espèce, il y a un attachement réciproque, ne demeurant pas inaperçu des intéressés. Or, quand les hommes ont l'un pour l'autre une amitié partagée, ils se souhaitent réciproquement du bien d'après l'objet qui est à l'origine de leur amitié. Ainsi donc, ceux dont l'amitié réciproque a pour source l'utilité ne s'aiment pas l'un l'autre pour eux-mêmes, mais entendent qu'il y a quelque bien qu'ils retirent l'un de l'autre. De même encore, ceux dont l'amitié repose sur le plaisir, ce n'est pas en raison de ce que les gens d'esprit sont, ce qu'ils sont en eux-mêmes, qui les chérissent, mais parce qu'ils les trouvent agréables personnellement. Par suite, ceux dont l'amitié est fondée sur l'utilité aiment pour leur propre bien, et ceux qui aiment en raison du plaisir pour leur propre agrément, et non pas dans l'un et l'autre, car en tant que ce qu'est en elle-même la personnalité aimée, mais en tant qu'elle est utile ou agréable. Dès lors, ces amitiés ont un caractère accidentel, puisque ce n'est pas en tant que ce qu'elle est essentiellement que la personne aimée est aimée, mais en tant qu'elle procure quelque bien ou quelque plaisir, suivant les cas. Les amitiés de ce genre sont par suite fragiles, dès que les 2 amis ne demeurent pas pareils à ce qu'ils étaient. S'ils ne sont plus agréables ou utiles l'un à l'autre, ils cessent d'être amis. Or, l'utilité n'est pas une chose durable, mais elle varie suivant les époques. Aussi, quand la cause qui faisait l'amitié a disparu, l'amitié elle-même est-elle rompue, attendu que l'amitié n'existe qu'en vue de la fin en question. C'est surtout chez les vieillards que cette sorte d'amitié se rencontre, car les personnes de cet âge ne poursuivent pas l'agrément mais le profit, et aussi chez ceux des hommes faits et des jeunes gens qui recherchent leur intérêt. Les amis de cette sorte ne se plaisent guère à vivre ensemble, car parfois ils ne sont pas même agréables l'un à l'autre. Ils n'ont dès lors nullement besoin d'une telle fréquentation,
à moins qu'ils n'y trouvent leur intérêt, puisqu'ils ne se plaisent l'un avec l'autre que dans la mesure où ils sont l'espérance de quelque bien. À ces amitiés, on rattache aussi celles envers les autres. D'autre part, l'amitié chez les jeunes gens semble avoir pour fondement le plaisir, car les jeunes gens vivent sous l'empire de la passion, et ils poursuivent surtout ce qui leur plaît personnellement et le plaisir du moment, mais en avançant en âge, les choses qui leur plaisent ne demeurent pas les mêmes. C'est pourquoi ils forment rapidement des amitiés et les abandonnent avec la même facilité, car leur amitié change avec l'objet qui leur donne du plaisir, et les plaisirs de cet âge sont sujets à de brusques variations. Les jeunes gens ont aussi un penchant à l'amour, car une grande part de l'émotion amoureuse relève de la passion et a pour source le plaisir. De là vient qu'ils aiment et cessent d'aimer avec la même rapidité, changeant plusieurs fois dans la même journée. Ils souhaitent aussi passer leur temps et leur vie en compagnie de leurs amis, car c'est de cette façon que se présente pour eux ce qui a trait à l'amitié. 4. L'amitié fondée sur la vertu. Mais la parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu, car ces amis-là se souhaitent pareillement du bien les uns aux autres en tant qu'ils sont bons, et ils sont bons par eux-mêmes. Mais ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour l'amour de ces derniers sont des amis par excellence, puisqu'ils se comportent ainsi l'un envers l'autre en raison de leur propre nature de chacun d'eux, et non par accident. Aussi leur amitié persiste-t-elle aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons, et la vertu est une disposition stable. Et chacun d'eux est bon à la fois absolument et pour son ami, puisque les hommes bons sont en même temps bons absolument et utiles les uns aux autres. Et de la même façon qu'ils sont bons, ils sont agréables aussi l'un pour l'autre. Les hommes bons sont à la fois agréables absolument et agréables les uns pour les autres, puisque chacun fait résider son plaisir dans les actions qui expriment son caractère propre, et par suite dans celles qui sont de même nature, et que d'autre part les actions des gens de bien sont identiques ou semblables à celles des autres gens de bien. Il est normal qu'une amitié de ce genre soit stable, car elles sont réunies toutes les qualités qui doivent appartenir aux amis. Toute amitié, en effet, a pour source le bien ou le plaisir. Bien ou plaisir envisagé soit au sens absolu, soit seulement pour ceux qui aiment, c'est-à-dire en raison d'une certaine ressemblance. Mais dans ce cas de cette amitié, toutes les qualités que nous avons indiquées appartiennent aux amis par eux-mêmes, car en cette amitié, les amis sont semblables aussi pour les autres qualités, et ce qui est bon absolument est aussi agréable absolument. Or, ce sont là les principaux objets de l'amitié, et dès lors, l'affection et l'amitié existent chez ces amis au plus haut degré et en la forme la plus excellente.